à tous et à toutes, bienvenue pour ce webinaire DevOps. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Laurent. Euh, donc on est ravis de vous accueillir aussi nombreux aujourd'hui pour échanger sur cette problématique DevOps et les stratégies euh, pour réussir son implémentation dans vos entreprises. On va avoir l'occasion d'échanger avec nos deux experts aujourd'hui et puis avec vous, puisque vous aurez la possibilité de poser vos questions tout au long de ce webinaire. Alors aujourd'hui, comment ça fonctionne? Comment ça marche? Donc vos micros sont coupés, vous m'entendez bien sûr, et en même temps, vous avez la possibilité de poser vos questions à tout moment dans le module Q&A, questions et réponses qui se situe en bas à droite de votre écran. Donc simplement, vous tapez votre question, vous l'envoyez, et puis on la traitera soit au fil de l'eau, soit dans la séquence questions-réponses en fin d'événement. Et puis si jamais vous ne m'entendez pas bien depuis votre ordinateur, vous avez une ligne d'audioconférence qui est mise à votre disposition, qui vous permettra donc d'améliorer la qualité si c'est nécessaire. Deux intervenants aujourd'hui, de prestige. Pierre Baumgartner, bonjour. Bonjour Laurent. Est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes? En quelques secondes, oui. Donc Pierre Baumgartner, j'ai un double rôle dans l'organisation chez Cloud Infrastructure France. D'une part, j'ai un rôle de manager opérationnel en région, Mhm. à Lyon en l'occurrence, sur le delivery. Et puis je suis le référent national sur tous les sujets de DevOps et intégration applicative. Ok, bon, on compte sur toi pendant une heure. Pas de problème. Christophe, bonjour et Bonjour. bienvenue. Même question, en quelques mots, qu'est-ce que tu fais, toi, au sein du groupe Capgemini? Donc, je m'occupe du portfolio. Donc, j'anime en fait toute la communauté des porteurs d'offres Ok. au sein du groupe. Et Pierre en fait partie sur un sujet qui est extrêmement important, qui est le DevOps. Très bien, merci. Donc, merci et bienvenue, hein. En tout cas, c'est sympa de compter sur vous pour venir partager auprès de notre communauté aujourd'hui votre expérience sur cette problématique, cette stratégie DevOps. Alors, à l'agenda aujourd'hui, quatre grandes séquences. Pourquoi DevOps? Comment DevOps? Concrètement, comment ça se passe? Avec des témoignages clients qui sont vraiment très intéressants et parce que c'est le reflet de la vraie vie finalement de la stratégie que vous mettez en œuvre chez vos clients. Et puis une conclusion. Donc la conclusion, c'est surtout la séquence questions-réponses où on traitera le maximum de questions que vous allez nous poser. Euh, on n'aura peut-être pas le temps de répondre à toutes, mais en tout cas, on va s'y atteler. Alors, pour débuter justement, on a posé une première question pendant cette phase de lancement du webinaire. Donc, la première question qui a été posée, c'était pas celle-là, c'était celle-ci. Avez-vous entamé une démarche de transformation de votre SI vers le cloud? Donc, il y avait quatre propositions qui étaient faites à notre audience, messieurs. Non, oui, cloud privé, cloud public, cloud hybride. Alors, on voit finalement qu'il y a voilà, alors, ça bouge encore un petit peu. Je vais terminer le sondage pour être sûr certains des statistiques. Alors, alors c'est assez incroyable quand je clique, quand j'arrête, on est dans un équilibrage complet entre le non, le oui cloud privé et le cloud hybride. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Donc, c'est Surprenant ou pas? non, c'est pas surprenant. On voit bien que on est dans une schématique de transformation à l'heure actuelle et certaines entreprises sont à des cycles différents. Mhm. Certains n'ont pas entamé encore cette démarche. D'autres sont déjà dans des démarches de cloud privé par rapport à ces ensembles. D'autres ont déjà été un peu plus loin avec du cloud public et d'autres sont dans des modèles intermédiaires avec du cloud hybride. On voit que les résultats qui sont faits sont relativement équilibrés et qui correspondent globalement à ce qu'on rencontre chez nos clients. Très bien. Bon, bah, en tout cas, c'est intéressant de voir qu'on a une audience qui est variée, hétérogène. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir cela en débutant le webinaire. Sans plus attendre, on va rentrer dans le contenu de notre événement avec le pourquoi. Euh, donc, je te passe la parole. Je te, Oui, tu maintiens la parole, tu conserves le bâton de parole, Christophe. Euh, En fait, ce qu'on remarque, c'est que beaucoup de clients nous posent la question d'abord, pourquoi DevOps et qu'est-ce qui est derrière cet aspect-là? Ce qu'on observe à travers nos retours d'expérience, c'est que
Il y a 5 enjeux majeurs qui ressortent par rapport à cette démarche. La première, et qui est liée aux enjeux business, c'est la transformation vers le digital d'une partie du business et donc par rapport aux applications correspondant à ces ensembles et qui nécessitent de profondément changer la manière de construire les applications. Le deuxième, parce qu'on est de plus en plus sur des mécanismes où la perception utilisateur est très forte sur les aspects sécurité et qualité, est un aspect important, et ça peut être aussi un enjeu fort de basculer sur le DevOps. Le troisième, c'est aussi d'avoir une stratégie de plus en plus vers le cloud, et le DevOps permet d'aller vers ces ensembles pour pouvoir le faire. Enfin, et c'est souvent celui qui ressort le plus quand on discute avec les acteurs sur le DevOps, c'est la volonté d'aller plus vite dans la mise en œuvre de nouvelles évolutions avec une dimension de raccourcir les délais pour être plus efficace d'un point de vue business pour pouvoir opérer. Et enfin, tout ça ne peut pas se faire si derrière on n'a pas la dimension économique associée à ces ensembles pour pouvoir faire en sorte qu'on soit capable de financer ces projets et d'y trouver un intérêt économique pour pouvoir le faire. Ce qu'on revoit aussi à travers nos retours d'expérience, c'est que les attentes sont très diverses à l'intérieur de l'entreprise. Les équipes infrastructures souhaitent, à travers la mise en place de DevOps, avoir une mécanique qui permet d'être beaucoup plus agile et de pouvoir répondre aux différents enjeux de l'entreprise de manière beaucoup plus efficace par rapport à cet aspect. Le deuxième, qui vient beaucoup plus des enjeux business, c'est de faire en sorte que derrière, on soit beaucoup plus aligné entre les interlocuteurs de l'IT et les interlocuteurs du business, de façon à faire en sorte qu'on soit beaucoup plus performant dans l'approche associée à ces ensembles. Le troisième ensemble, ça vient principalement des équipes de développement qui souhaitent véritablement avoir des cycles de retour rapides et d'être dans des mécanismes de construction qui vont être agiles avec une boucle d'amélioration continue par rapport à ces ensembles pour pouvoir le faire. Et enfin, ce qu'on observe, c'est que tous les segments des applications sont concernés par rapport à ces ensembles et on observe véritablement une multimodalité avec des cycles de vie qui peuvent être à des vitesses différentes par rapport à ça, avec une volonté d'aller dans du DevOps, d'aller sur de l'agile ou du mode legacy classique par rapport à ça. En fait, il n'y a pas une seule attente qui est prise, mais un ensemble d'attentes. Et il est important dans la démarche DevOps de bien regarder l'ensemble de ces éléments pour pouvoir s'assurer que ce projet sera une réussite et que tout le monde va y retrouver son compte. Tu as parlé d'agilité, de rapidité, une notion déjà de délai pour la réussite d'un projet? Alors, chaque client est différent, avec une stratégie qui peut être différente. Ce qu'on observe, nous, c'est que les premiers résultats qui sont mis en œuvre peuvent être assez rapides. Au bout de 3 mois, dans des démarches rapides, on peut avoir des premiers résultats du moment que véritablement il y a une vraie analyse qui a été portée et Pierre l'abordera un peu plus loin dans le comment le mettre en œuvre. Très bien. L'autre point qui est important, c'est qu'il faut bien mesurer les impacts de DevOps. Ce qu'on observe chez un certain nombre de nos clients avec lesquels on a travaillé avec eux sur ces ensembles, 4 axes de travail autour de DevOps. Le premier, c'est autour des processus. Globalement, si on veut faire en sorte d'aller plus vite, il va falloir travailler sur ces processus pour, d'une part, arriver à automatiser un certain nombre d'éléments, regarder les délégations qui sont faites et d'être dans une approche d'excellence opérationnelle pour faire en sorte qu'on soit au plus juste du processus de façon à être beaucoup plus efficace. Le deuxième, c'est un aspect organisationnel. On voit bien que DevOps met en jeu différents types d'équipes, à la fois les équipes de développement, les équipes d'intégration, les équipes opérations et parfois même les équipes business. Et tout ceci doit être aligné à l'intérieur de l'entreprise pour faire en sorte d'atteindre les objectifs qui sont fixés, donc de désiloter et d'avoir des circuits de décision qui sont communs entre tous les ensembles. Le troisième, qui est souvent négligé mais qui est très important, c'est la transformation des compétences à travers l'accompagnement des hommes qui va être opéré dans cette opération.
On doit avoir des postures différentes, des compétences différentes, des façons de travailler différentes, et il est nécessaire d'accompagner les personnes sur ces ensembles. On voit bien que nous, dans les projets qu'on a pu mettre en œuvre avec nos clients, c'était un point qui était structurant et qui a permis véritablement d'avoir un taux de satisfaction très élevé. Et enfin, tout ceci ne peut être mis en œuvre qu'à travers aussi une approche technologique. Tout ceci passe par un certain nombre d'outils qu'il faut maîtriser. Il faut faire des choix sur ces outils pour faire en sorte qu'on puisse fonctionner. Et on voit bien que ça, c'est un élément important. À travers ce que je viens de vous dire, ce que vous devez retenir, c'est que des règles que nous avons pu avoir, il n'y a pas une seule solution, mais plusieurs en fonction justement de ces axes et de la primauté d'un axe par rapport à un autre, et que cette démarche est en règle générale progressive, et ceux qu'on a accompagnés qui ont réussi dans cette démarche-là, ils ont été très pragmatiques, très agiles, et ont obtenu des ROI aussi par rapport à un certain nombre de ces axes, par rapport à ces ensembles. Quand on a préparé ce webinaire, c'est vrai que tous les deux, vous me disiez, le plus important, ou en tout cas un point tellement important, c'est cette étape 3 People. On échangeait sur l'impact que DevOps avait sur nos habitudes, sur l'histoire du développement, de l'intégration, de la maintenabilité des applications. Et finalement, malgré ça, il y a des solutions qui existent pour réussir à mettre en place DevOps sans que ce soit trop compliqué aussi. Alors, ce qu'on a comme retour, c'est qu'en général, les gens perçoivent ça assez simplement, de manière globale. La seule chose, c'est que chacun doit comprendre les métiers de l'autre, entre les équipes de développement et les opérations. Et les opérations doivent se doter de moyens de développement, c'est-à-dire vraiment aller vers l'aspect développement pour pouvoir automatiser et maintenir ces automatisations. Donc, il y a une transformation des compétences qui étaient faites par les opérations et qui, quelque part, va aider justement au travail en commun avec les équipes de développement par rapport à ces ensembles. Et les équipes de développement vont avoir une plus grande perception de l'aspect qualité et sécurité dans le résultat que les utilisateurs vont attendre de cette démarche. Ok, merci pour cette précision. Alors, je vois que des questions arrivent dans notre module Q&R. Donc certaines, vous allez certainement les traiter au fil de l'eau, et puis d'autres, soit je les prendrai au moment opportun, soit alors on attendra la séquence questions-réponses pour les traiter. En tout cas, pour les participants, n'hésitez pas à poser vos questions dès qu'elles vous traversent l'esprit. Vous avez la possibilité, voilà, je le répète, de nous les envoyer. Les questions que vous publiées, elles sont en mode privé chez nous, donc il n'y a que nous qui les voyons, et puis on va les exploiter au fur et à mesure. Une nouvelle question pour poursuivre ce webinaire que je pose à l'audience. Donc, où en êtes-vous dans votre cycle DevOps? Alors, je vous invite à nous dire, faire un choix. Vous avez un élément de réponse à sélectionner. Donc, est-ce que vous êtes en train de définir votre stratégie? Vous avez déjà réalisé des POC? Vous avez choisi les outils de votre usine logicielle? Vous avez choisi votre prestataire pour vous accompagner? Donc, quel est votre stade d'avancement aujourd'hui? Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre aux questions qui vous sont proposées. On voit que là, les gens sont en train de répondre, donc les statistiques fluctuent, bougent. Voilà, ça fine exactement. Donc, c'est intéressant. Donc, quand on voit une stabilisation, on va arrêter. Donc là, on voit en tout cas qu'il y a deux grandes tendances qui se dessinent. Allez, je vais terminer le sondage pour bloquer les réponses et diffuser les résultats. Comme ça, vous avez, vous, audience, participants, la possibilité d'avoir un benchmark de vos pairs, savoir où se trouvent les autres professionnels qui s'intéressent à DevOps. Donc on a 46%, vous êtes en train de définir votre stratégie, 40%, vous avez choisi les outils de votre usine logicielle, et puis vous avez réalisé des POC moindres, et vous avez choisi votre prestataire pour vous accompagner encore moins, ce qui peut être de bon augure. Un commentaire, messieurs, sur cette réponse? Oui, alors c'est intéressant effectivement la grande proportion de nos auditeurs qui sont sur la définition de la stratégie, et tant mieux, j'espère que ce qu'on va leur présenter va les aider dans cette définition de stratégie.
Le choix des outils, je ne suis pas surpris non plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, d'abord, il y a beaucoup d'outils sur le marché, open source ou pas, pour le faire. Et c'est vrai que quand on parle de DevOps, on va parler d'accélérer, on va parler d'automatiser. Et instinctivement, on a tendance à aller chercher un outil pour le faire. Mhm. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait déjà beaucoup d'outils qui aient été mis en œuvre. Voilà, après, on va essayer de montrer d'autres choses qu'il y a à faire. C'est vrai que l'outil, s'il est essentiel pour réussir sa transformation, il ne va pas tout faire, et notamment l'aspect humain et culturel qu'on a évoqué. Ce qui est étonnant, c'est la faiblesse de la partie POC. Ouais. En général, ce qu'on voit chez nos clients, c'est que c'est une étape essentielle, à la fois pour regarder les aspects processus et les outils inhérents, parce qu'une fois qu'on a choisi l'outil, il est important de regarder comment ça va être mis en œuvre, et cet aspect POC est un point structurant. Ok, donc ça serait une de tes recommandations, d'aller vers un POC ou de viser un POC. Ça permet d'avoir une démarche pragmatique Ouais. et de voir un peu si c'est adapté d'un point de vue opérationnel à l'environnement client concerné. Ok. POC voulant dire? Proof of concept. Très bien. Pour tout le monde, comme ça, on est clair. C'est vrai qu'on a échangé aussi lors de la préparation. Expérimentation. Voilà, expérimentation, les acronymes. Tester. Tester, faire quelque chose pour essayer. Parfait, très bien. Donc, merci pour cette analyse. Donc pour la suite, on est sur la deuxième séquence de notre webinar. Comment on fait? Quelle est votre recommandation pour déployer cette démarche DevOps? Alors, notre recommandation, après, au-delà de notre recommandation, c'est surtout le fruit des retours d'expérience. C'est ce qu'on a pu échanger avec nos clients, c'est les écueils qu'on a pu partager ou rencontrer avec eux, et puis les succès qui ont forgé des convictions sur une bonne manière de conduire sa stratégie. Et le démarrage, on parlait d'outils juste avant, c'est par quel bout on prend son schéma de transformation. L'idée, c'est d'avoir une approche qu'on a appelée urbaniste, mais bien de partir de sa cible. C'est qui on veut adresser, quel est mon métier. On parle souvent d'Amazon, des GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Quand on parle de DevOps, on parle de milliers de releases applicatives par jour. Toutes les entreprises ont pas cet enjeu-là. Toutes les entreprises n'ont pas un métier qui ont ces besoins-là. Donc, quels sont les besoins de mon métier? Comment mon SI est-il construit? Est-ce que c'est 50%, 70% de mon SI qui a besoin d'aller vers ce modèle DevOps très très rapide? Ou est-ce que c'est seulement, comme on le voit très souvent, plutôt 10-12%? Et puis, il y a un ventre mou d'une 60aine de pourcents qui a besoin d'accélérer, mais pas forcément dans telle proportion. Et un bout de legacy qu'on va pas laisser sur le bord de la route pour autant. Donc voilà, vraiment une analyse du patrimoine applicatif, une analyse de son patrimoine métier pour définir sa stratégie de service. Et puis à partir de là, effectivement, on va décliner les impacts que Christophe nous a présentés autour des process, autour de l'organisation, autour du capital humain de l'entreprise et de la DSI, parce que de nouvelles manières de faire, une vraie révolution culturelle quelque part. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a passé historiquement des années, des dizaines d'années à se faire un petit peu la guerre entre Dev et Ops, à servir des objectifs parfois très contradictoires. Et là, l'objectif, c'est au contraire de tous se tourner dans la même direction. Parce qu'à la fin, on sert tous le même intérêt, c'est celui du métier de l'entreprise. Puis à partir de ce moment, effectivement, on arrive à ce qu'on a évoqué juste avant, l'outillage, le critère technologique, le choix des outils, son adhérence aux technologies qui sont présentes dans notre SI, à nos cibles de service, à tout ce qu'on a mis au-dessus, à notre plan de montée en compétences, le cas échéant, bien évidemment aux expérimentations qu'on a déjà menées. Parce que bien souvent, ce qu'on constate, c'est que même si on en est à la conception de la stratégie, il y a des éléments techniques qui ont été mis en œuvre. Il faut pouvoir les intégrer. Et puis après, de la méthodologie, parce que c'est une vraie gestion du changement. Et donc, ça nécessite de prendre ça avec une vraie gestion de la transformation. Une stratégie des services proposés, je parlais d'analyse du patrimoine. Il y a une dimension technologique dedans, il y a une dimension enjeu métier. C'est sûr qu'un portail de e-commerce, souvent j'illustre ça avec l'exemple des billetteries électroniques. Quand il y a un concert des Stones à la U Arena, il y a un pic et le driver métier, c'est quel est le portail qui tiendra le dernier debout. Et là, c'est un avantage concurrentiel, ça devient l'enjeu métier. Donc voilà, en fonction du métier concert, il y a un critère technologique. Et puis bien évidemment, si on a un patrimoine informatique qui est 99% Microsoft ou très hétérogène avec du mainframe, du Linux et du Microsoft, on ne va pas forcément mettre les mêmes solutions derrière. Pas forcément qu'il y en ait une qui soit fondamentalement meilleure que l'autre, mais elle est plus adaptée.
Et puis, sur la base de cette analyse du patrimoine SI, on va pouvoir construire notre cible de service en fonction de nos enjeux, en fonction de nos technologies, savoir s'il nous faut 3, 4, 10 lignes de service. Est-ce que nos objectifs sont d'aller à de la release horaire, quotidienne, hebdomadaire, en fonction de notre patrimoine. Et à partir de là, on va pouvoir se construire la colonne vertébrale de notre projet de transformation en termes de services. Probablement par gradation, des services unitaires, des services orchestrés, des services complexes. C'est-à-dire probablement à un moment donné passer de je propose des services unitaires sur de l'infrastructure, sur de la recette, et puis petit à petit proposer des scénarios complets. Je passe une étape de recette de manière complètement orchestrée et de manière transparente pour le métier. Donc en tout cas, vous ne voyez pas, moi ce que je comprends jusqu'à maintenant, c'est que vous ne voyez pas le DevOps comme étant une démarche qu'on met en place dans l'entreprise ou en route, comme un interrupteur 0-1, mais on s'interroge sur quel est le périmètre, qu'est-ce qui est le plus important et où ça sera le plus efficace. C'est, à mon sens, c'est essentiel. C'est tentant, le critère technologique, l'outil qui va répondre à tout, il y a une vraie tentation à le faire. Ça répond probablement à une problématique court terme, c'est-à-dire qu'on va avoir une accélération. Mais si on n'a pas effectivement anticipé cette cible-là, on risque de rater une partie de la cible. C'est-à-dire qu'on va probablement traiter la problématique sur 10-15% de son patrimoine, et puis les 85% restants, dans 2 ans, dans 3 ans, on sera au même point. Et l'effort à ce moment-là qu'il faudra mettre en œuvre pour les ramener au bon niveau sera beaucoup plus important. Et puis de la même manière, on rejoint l'aspect culturel de tout à l'heure, l'évolution des ressources humaines, du capital humain. Si on ne l'a pas pris en compte, effectivement, on risque également de se retrouver avec Ce qu'on observe chez nos clients, c'est que la partie roadmap est souvent assez agile et souvent sur des objectifs qui sont à 3, 6, 12 ou 18 mois par rapport à ça, avec vraiment un lotissement assez important et qui fait des réussites progressives et qui va faire qu'il y a un phénomène d'entraînement dans les équipes et qui va faire qu'on va dire ok, c'est une réussite, j'ai envie d'en avoir plus et donc d'entraîner d'autres équipes par rapport à ces ensembles. Et cette démarche d'être pragmatique et d'avoir d'abord des solutions simples puis de plus en plus complexes fait que véritablement on observe des réussites massives par rapport à ces ensembles. C'est ce que tu dis. Tu parlais tout à l'heure du ROI court terme, c'est exactement ça. Donc, commencer par avoir des réussites sur un périmètre pour pouvoir grandir et emmener tout le monde par la suite. C'est exactement ça. Alors, on a une question, j'en profite sur quelqu'un réagit, il nous dit est-ce que DevOps passe par une automatisation maximale des tests sur les différents environnements? Est-ce que ça veut dire que si on fait DevOps, il faut tout automatiser les tests ou pas? Alors, l'automatisation va être un driver fort dans la transformation. Okay. L'objectif, fondamentalement, si on devait simplifier au maximum, DevOps, c'est plus vite, plus sûr, moins cher. Donc, bien évidemment, là-dedans, l'automatisation va jouer un rôle. Le test également, si on automatise tout le reste de la chaîne de production applicative, on n'a plus l'intervention humaine dans le cycle de vie pour donner une manière perceptible c'est qualitatif, ça ne l'est pas, c'est au rendez-vous, ça ne l'est pas. Donc il faut bien quand même contrôler la qualité. On a dit plus vite, mais on a dit aussi plus sûr. Quand on parle de sûreté, on pense tout de suite à la menace cyber, mais aussi la sûreté autour de la qualité de ce que l'on produit. Il faut que ce soit au rendez-vous. Alors tout automatiser, il y a une logique de ROI derrière. Oui, on va automatiser un maximum de choses. Après, il y a aussi cette contrainte budgétaire. Il y a probablement des éléments qui ne sont pas automatisables ou alors à un coût beaucoup trop élevé. L'idée à ce moment-là étant plutôt de les sortir du chemin critique du cycle de vie de manière à ce que ça ne vienne pas perturber cette accélération. Mais oui, l'automatisation reste un driver fort, y compris pour les tests. Je dirais que par rapport aux tests, ce qu'on remarque, c'est que il y avait une vraie prise de conscience d'avoir des tests unitaires, fonctionnels et applicatifs. La prise de conscience majeure, c'est qu'on doit aussi faire des tests d'exploitabilité, des tests d'exploitation, de conformité, de sécurité, de performance, et que tout ce champ, qui n'était pas forcément automatisé, l'est de plus en plus, et donc va être un accélérateur de la mise à disposition des releases, mais aussi de qualité. Et donc, on va ressortir avec une satisfaction qui va être beaucoup plus grande. Ok, très bien. Bon, merci pour cette question qui nous a été posée. On voit que d'autres arrivent, donc c'est parfait, c'est très bien. Ça va nous permettre de rendre ce webinaire un peu plus interactif.
À propos du modèle opérationnel, Voilà. Pierre, je Modèle laisse poursuivre. opérationnel, tout à l'heure on disait, il y a une grosse adhérence, Christophe nous disait, voilà, le DevOps, il n'y a pas une seule manière de le faire. Oui, il y a une forte adhérence à son patrimoine, son entreprise, son organisation. Et tout le modèle DevOps, c'est pas forcément de mettre toutes les compétences sur un même plateau pour chaque projet. Parce qu'il y a des entreprises qui ont des DSI très structurés, très distribués sur le territoire, qui veulent conserver ce maillage-là, et qu'à un moment donné, avec une partie des équipes de production à Lyon, l'autre à Toulouse, une partie de la DSI à Paris, mettre tout le monde sur le même plateau n'est pas forcément faisable. Donc il existe différents modèles qui ont chacun leur pertinence en fonction voilà, de son organisation. Et oui, dans des organisations très distribuées, on veut conserver ce modèle de répartition. Le Ops as a Service est plus indiqué, surtout si on a finalement des critères technologiques assez compacts sur l'ensemble des métiers. Après, nous, on travaille avec d'autres clients, notamment un client dans le transport qui ont des lignes métiers vraiment très distinctes, qui supposent des choix technologiques très distincts aussi. Et donc, là, on va plutôt être dans un modèle standalone où on a des alignements par métier, et parce qu'il y a un vrai différentiel sur chaque métier qui le justifie aussi. Voilà, une approche 360, on retrouve un petit peu on retrouve complètement d'ailleurs les 4 critères qu'évoquait Christophe tout à l'heure. L'aspect culturel, l'aspect process, et on rejoint cette notion de l'automatisation aussi qu'on a évoquée. C'est-à-dire que comme on automatise, comme on accélère, pour garder la maîtrise de la production applicative, quand je parle de production, je parle de la production de la fonctionnalité depuis l'émergence du besoin jusqu'à son exploitation en production. Il faut absolument avoir une vision plus large de ce qu'on opère. Nous, on a tendance historiquement à être les métiers opérationnels centrés sur son opération, les métiers du dev centrés sur son dev, et puis chacun avec ses propres indicateurs. Il faut commencer à penser 360 degrés, à penser transverse. Oui, il y a une évolution culturelle à avoir. Il faut que les ops comprennent les enjeux du métier, puissent les anticiper. Il faut que les devs comprennent les contraintes de la prod et qu'à un moment donné, le critère d'exploitabilité, c'est aussi de la sûreté. Ça veut dire aussi des nouvelles manières de travailler, une évolution culturelle, et notamment on croise les processus. La gestion des incidents n'est pas à opposer à la gestion des anomalies, mais ce sont deux choses qui doivent collaborer. Et oui, quand on veut s'adresser, quand on veut remonter, on parlait de boucle de retour continue tout à l'heure, une anomalie technique, c'est une anomalie. Mais ça veut dire qu'il faut que les ops apprennent à la traiter comme telle, et ça veut dire que les devs doivent apprendre à traiter des anomalies techniques aussi. Donc du coup, il faut les former, ces gens-là. Parce que ça, on n'apprend pas les cette former, évolution les accompagner, ouais. Et d'avoir une démarche qui va vraiment avoir un aspect extrêmement positif pour l'ensemble des acteurs, pour que tout le monde se comprenne et puisse travailler ensemble à un objectif qui est commun. C'est un vrai projet de transformation, donc il y a une vraie gestion du changement à faire. Et là, je parle vraiment de gestion du changement au niveau humain. On sait que ça peut être un gros frein. Statistiquement, dans les organisations, vous avez 10% de contradicteurs, 20% qui adhèrent, et puis 70% au milieu qui ne savent pas trop de quel côté se positionner. Il y a un vrai accompagnement du changement à faire. Il faut convaincre les gens que c'est aussi à leur bénéfice dans toute l'organisation, ce type de projet de transformation. Et aujourd'hui, parce on a certainement beaucoup de décideurs aujourd'hui, peut-être pas que, les équipes sont plutôt motivées à l'idée de DevOps et du coup de se former, d'évoluer, ou il y a un peu de résistance par rapport à cette transformation? Qu'est-ce que vous voyez chez vos clients? Il y a toujours un petit peu de résistance, hein, c'est humain. Ouais. Je ne connais pas une seule organisation, quel que soit le domaine, où 100% des gens, du jour au lendemain, disent oui, c'est super, on va partir dans quelque chose qui va être complètement nouveau, Ouais. et mon métier va pas lui être le même. Parce que la promesse est quand même celle-ci derrière. Donc non, il y a toujours de la réticence au changement, il y a toujours de la résistance au changement. Après, elle se travaille. Et justement, dans l'aspect méthodologique qu'on va aborder, c'est un point qu'on garde à l'esprit sur comment on cadence, Christophe parlait de lotissement tout à l'heure, le choix du lotissement, son cadencement, quel partenaire on va prendre dans les expérimentations. Tout ça sont des critères qui visent aussi à accompagner le changement. Ce qu'on observe, c'est que quand même, il y a une forte adhésion assez vite. Il faut simplement qu'il y ait un plan de communication qui soit associé, qu'on soit dans des démarches très agiles, très pragmatiques. Et quand on associe les gens et que derrière, ils voient les résultats à travers un certain nombre d'indicateurs,
naturellement, ils vont avoir une dynamique de progrès et sur lequel on voit des résultats assez rapides. Ouais, très bien. Justement, hein, on parle de méthodologie, donc calme, les 5 piliers. Alors, la culture, on l'a déjà largement abordé. Ouais. L'automatisation, bien sûr, c'est un driver essentiel. Le lean, hein, l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a automatisé, accéléré le cycle de vie d'une application, on ne peut pas se permettre de reperdre du temps sur des circuits de validation qui correspondaient à des délais d'opération manuelle. Si je réduis à 2 heures mon cycle de vie, mais que j'ai 48 heures de prise de décision sur est-ce qu'on valide ou pas le changement, ça pose un problème. Donc oui, là, il y a quelque chose à faire, et notamment de la délégation, et probablement de la délégation vers les outils qu'on aura mis en œuvre. On rejoint la question qu'on a eue sur les tests. Oui. Oui, l'automatisation des tests, à partir du moment où tous les acteurs ont été impliqués dans la définition des exigences, et où on a confiance dans ce que l'on a mis en œuvre tous ensemble, oui, on peut déléguer la validation à l'outil. Et puis 2 points qui me tiennent particulièrement à cœur sont les métriques et le partage. On parlait de KPI. Il faut repenser aussi les KPI, c'est-à-dire qu'on a, à partir du moment où on pense cycle de vie de manière transverse, toute équipe confondue, il faut avoir aussi des KPI qui couvrent tout le cycle de vie, et pas des KPI du dev et des KPI de la prod. Voilà. Ça permet aussi de fédérer tout le monde autour d'un même objectif. On a tous les mêmes indicateurs à atteindre. Et puis, il faut avoir des métriques aussi de sa transformation. Ça, il faut les penser dès le début, dès qu'on conçoit son programme de transformation, dès qu'on commence à penser ses chantiers, trouver des métriques qui vont permettre de mesurer objectivement l'apport de chaque chantier de transformation qu'on va opérer, qu'est-ce qu'on a apporté en termes de sécurité, en termes de gains, en termes d'accélération. Ça sont des métriques importantes. On commence à avoir un recul au travers de nos différents clients et de ce qu'on a pu mettre en œuvre. On commence à avoir un catalogue assez étendu. Et ça, ce sont des éléments importants. Et le partage, il faut qu'elle soit produite dynamiquement. Là aussi, il y a de l'automatisation. Et il faut qu'elle circule. Il n'y a pas de raison qu'une métrique doive être réservée à la prod et que le dev n'ait pas la vue dessus, ou réciproquement. C'est intéressant pour tout le monde de savoir, de comprendre et d'avoir cette perception de la mesure. Deuxième étape de la méthode. Deuxième étape de la méthode, là on rentre vraiment dans... on a défini notre stratégie, on sait comment, on a traité les différents axes, on connaît le contenu, on a fait nos choix techniques. Et là, on va faire notre lotissement, le découpage, et l'objectif, on revient à ce que disait Christophe en introduction, cette histoire de ROI assez court terme. L'objectif, idéalement, c'est de n'avoir que des chantiers on va plafonner à 12 mois de délai, de manière à pouvoir les tenir dans un exercice budgétaire. Et chaque chantier doit avoir son propre amortissement. Il y a toujours dans un élément de transformation un investissement initial. Il faut que son retour sur investissement soit suffisamment rapide, de manière à ce que sur un an, on soit au moins à l'équilibre budgétaire. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas rencontré un seul client ces dernières années qui me dise qu'il avait un budget IT en extension en pourcentage à 2 chiffres par an. Donc globalement, il y a quand même une certaine rigueur à y tenir. Cette démarche-là permet de tenir dans un exercice budgétaire sans demander l'investissement. L'investissement tient sur le budget. À partir du moment où on a cette logique de ROI dans l'année, on peut lancer ses chantiers en début d'année et tenir son enveloppe budgétaire. Ce qui veut dire que l'année suivante, on a l'économie qui est produite, et cette économie-là permet de financer le chantier suivant. Très bien. Ça, c'est une vraie tactique. Ça, c'est une vraie tactique dans la gestion budgétaire de la transformation. Et puis, ça permet de contraindre à rester sur des projets effectivement courts, avec des fruits portés assez rapidement. Et ça, c'est très important pour convaincre les acteurs. Quand on commence à dire qu'on va avoir des résultats dans 2 ans, il y a un effet tunnel qui se produit, et on perd en cours de route l'adhésion des gens. Donc, garder du rythme, pouvoir enchaîner les chantiers, ça, c'est important. Et puis, il y a un autre aspect qui est très important, c'est le choix du premier chantier. Il faut qu'il soit porteur de valeur pour tout le monde, c'est-à-dire bien évidemment pour le métier, c'est l'objectif premier, mais il faut qu'il facilite la vie et du dev et des ops. Ça évite le risque d'être taxé de partisanisme et là aussi de perdre l'adhésion d'une partie du dispositif. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une approche très pragmatique avec des phases de pilotage, des phases de retour. Voilà, j'analyse qu'est-ce qui s'est bien passé, pas bien passé, comment je fais l'améliorer le deuxième cycle par rapport à ça, ou le lot d'applications. Et ensuite de décider de généraliser pour justement bénéficier de tous les avantages qui vont être portés, et derrière d'être dans une démarche d'industrialisation. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur j'expérimente, et à un moment donné, je décide d'industrialiser et de déployer ça de manière beaucoup plus massive pour faire bénéficier au plus grand nombre possible ces améliorations qui auraient été mises en œuvre. Et là aussi, le choix du partenaire d'expérimentation, il est important. Il faut qu'il soit représentatif. Le risque, c'est d'avoir fait une expérimentation sur un périmètre un peu restreint, et puis quand on veut généraliser, certains acteurs qui portent des gros enjeux nous disent « Ah ben non, mais moi c'est pas pareil, j'ai quelque chose de plus délicat, il y a des enjeux derrière. »
C'est pour ça qu'il faut que le partenaire d'expérimentation, et j'insiste sur le mot partenaire, soit suffisamment représentatif justement pour pouvoir balayer ces remarques par la suite. Très bien. Alors, quels sont les moyens au sein du groupe? Alors, quels sont les moyens? Nous bénéficions, alors, nous avons beaucoup de moyens dans le groupe Capgemini, centre de services, des experts techniques, etc. Là, on voulait faire un focus sur un centre d'excellence que nous avons à Lyon, qui n'est pas un centre de production à proprement parler, c'est vraiment du build to run. L'idée, c'est c'est une équipe d'experts, avec des experts permanents et des experts de passage, qui sont là pour accompagner justement la transformation, avec une capacité à faire la conception, l'architecture et le déploiement d'une solution technique, que ce soit sur nos propres centres de production ou directement au profit des équipes du client, avec du transfert de compétences, de manière à vraiment apporter de l'expertise sur la construction de la solution, l'accompagnement de la mise en œuvre, et puis après de laisser l'équipe en place opérer. Il s'agit d'une équipe, encore une fois, Capgemini dans nos centres de services ou sur site client, ou directement auprès des comptes clients. Très bien. Sachant que c'est un axe majeur de développement de Capgemini, donc on a des compétences un petit peu partout, quels que soient un peu les domaines de spécialisation, pour faire en sorte qu'on puisse accompagner nos clients de quelque nature que ce soit. Donc en tout cas, ce centre d'excellence, c'est le moyen pour le groupe de véritablement apporter la plus grande valeur ajoutée, l'expertise technique à vos clients. Ça permet, oui, puisque ça permet aussi du coup de centraliser un maximum des retours d'expérience technique et donc voilà, d'avoir une palette très large à notre disposition sur ce centre. Voilà, et puis le critère technologique, j'ai finalement parlé beaucoup de la transformation et peu d'outils, c'était un petit peu volontaire, et à la fin, voilà, une fois qu'on a fini toute cette stratégie-là et décliné tous ces chantiers, on peut imaginer, là encore c'est un peu de l'urbanisme, une cible d'outillage, une cible technique de comment on va opérer notre SI, c'est la fameuse usine digitale, où on va retrouver nos automates unitaires sur les infrastructures, l'intégration continue, les tests, le déploiement, nos métriques produites en temps réel et dynamique, de l'orchestration, et puis idéalement une couche de présentation unifiée qui permet de traiter l'ensemble. On sait très bien que dans la majorité des cas, on va finir plutôt avec 2 ou 3 outils en cohabitation. Il faut quand même éviter d'en avoir 14, pour faire un petit peu le bénéfice. Mais oui, une couche de fédératrice de présentation qui permettent de proposer l'ensemble des services et des métriques, ça peut être assez intéressant. Ça peut être par exemple une cloud management platform, parce que ça fait le lien avec l'hybridation du cloud. Ça peut être aussi l'évolution d'une usine de migration du cloud qui devient l'usine digitale par la suite, parce qu'il y a des éléments communs qu'on retrouve dans ces deux modélisations. Ok, très bien. Merci pour toutes ces explications. Pierre, on va passer à 2 nouvelles questions. Allez, vous nous avez beaucoup écouté, à vous d'agir désormais. 2 questions vous sont proposées. Quel est votre taux de conversion au digital de vos applications? Proche de 5, entre 5 et 30, 30 et 50, plus de 50. Deuxième question qui vous est proposée dans cet écran. Par rapport à cette conversion digitale, combien d'applications avez-vous l'intention de passer en mode DevOps? Vous êtes plus proche de 10, 100 ou 1000? Allez, on vous laisse quelques instants pour répondre. Je vous invite à participer. Votre participation permettra de rendre ces questions comme étant des vrais outils de benchmark pour tout le monde. Allez, je vous laisse répondre. Alors, je vous invite à répondre. Pour répondre, c'est très simple. Vous sélectionnez l'un des éléments de réponse sur chaque question. Donc, première question, proche de 5, entre 5 et 30, 30 et 50, plus de 50. Deuxième, 10, 100 ou 1000. Alors, je clique un peu à droite à gauche parce que mon écran s'est figé, mais c'est pas grave, ce sont les aléas du direct. Vous allez me soutenir, messieurs? Pas de souci. Voilà. Allez, on va débriefer avec les réponses qu'on a maintenant. 5 et 30% le taux de conversion digitale au maximum. Et puis 60-40 par rapport à la conversion digitale. Si on commence avec le taux de conversion, 5-30.
Oui, Max? c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, 10 à 15% en moyenne du patrimoine applicatif voilà, qui porte des enjeux vraiment critiques pour l'entreprise. Mhm. Ce sont en général les premiers à entrer dans cette transformation digitale-là. Il y a toujours un petit peu d'effet de borche, c'est assez représentatif. Voilà, quand on arrive à plus de 50%, pour les 9% qui ont répondu plus de 50% du patrimoine, je pense que là, soit on a un domaine métier spécifique particulièrement concurrentiel, soit il y a une vraie grande ambition de digitalisation de l'entreprise. Il y en a aussi quelques-unes. Et là, probablement qu'il y a un champ sur la transformation DevOps assez vaste à conduire. D'accord. La deuxième question, c'était donc par rapport à cette conversion, combien d'applications avez-vous l'intention? 10, 100 000, 40% 10, 60% 0 pour 1000. Bon, on n'est pas tous des GAFA. Voilà, c'est ce que tu nous as dit tout à l'heure. Ça. Donc ça, on Voilà, comprend ça. 1000 applicatifs métiers dans un SI, ça commence à faire quelque chose de quand même très très conséquent et pas, c'est pas très répandu non plus. 10 et 100, voilà, on retrouve un peu les statistiques, c'est-à-dire une centaine sur un SI qui compte entre 200 et 400 applications métiers. Selon le découpage qu'on en fait, ça fait 25%. Ça reste relativement cohérent avec la première question. Bon, bah, très bien. C'est cohérent par rapport à ce qu'on perçoit chez nos clients. Ouais. Par rapport à ça. J'allais dire, on voit bien que c'est aligné par rapport à la première question de la stratégie donc, et l'expérimentation qui est déjà en œuvre chez un certain nombre de clients. Et puis d'autres ont déjà décidé d'accélérer, donc sont déjà un petit peu en avance sur les autres. D'accord. Pour le faire. Très bien. Bon, merci en tout cas à tous les répondants. Les autres sont certainement grandement à notre écoute parce que on a beaucoup plus de répondants, beaucoup plus de participants que de répondants au sondage. Donc, je vous inviterai pour la séquence questions-réponses de sauter sur vos claviers pour questionner nos deux animateurs. En tout cas, on a déjà une belle série de questions qui est arrivée. Alors, passe maintenant au cas client. Finalement, concrètement, comment ça se passe dans vos entreprises? Donc, vous avez expliqué les concepts de pourquoi le DevOps et puis comment vous proposez de mettre la démarche en œuvre. Maintenant, c'est dans la vraie vie, comment ça marche? Et qu'est-ce qui se passe avec les tenants, les aboutissants, les écueils? On veut tout savoir. Un cas Jeffco pour débuter? Donc, Jeffco est un grand acteur de la logistique mondiale par rapport à ça, et sur lequel Jeffco nous a confié il y a quelques années son infogérance applicative et nous a demandé, parce qu'il avait de plus en plus de problématiques sur son déploiement d'applications, de réfléchir avec lui sur un certain nombre de problématiques. Ce qui nous remontait en termes d'enjeux, c'est qu'il avait des mécanismes de recettes de livraison de ces applications qui étaient jugés trop lents, qu'il avait des nombreux incidents en post-mise en production par rapport à ces aspects-là qui grévaient un petit peu justement la perception des utilisateurs de ce qui était mis en œuvre, et sachant que pour un acteur de la logistique, la disponibilité des applications est un enjeu majeur, puisque c'est vraiment du flux par rapport à ces aspects-là. Et puis, derrière, ces mises en production mettaient en jeu énormément d'acteurs avec une complexité qui faisait que, au moindre souci, il fallait faire intervenir X personnes, donc la résolution n'était pas forcément simple pour pouvoir le faire. Donc, on les a accompagnés avec d'autres partenaires que je citerai un tout petit peu plus loin par rapport à ça, pour faire en sorte qu'on soit capable de pouvoir traiter. Et par rapport aux 4 axes que je vous ai mentionnés tout à l'heure, on peut regarder la partie processus a été traitée par rapport à la partie release management et configuration management, parce que c'était un élément structurant par rapport à la difficulté qu'ils rencontraient. Donc ils ont décidé de mettre en place une cellule d'intégration et de qualification qui proche des équipes de développement et qui permet véritablement d'accompagner cette démarche avec un projet DevOps associé à ces ensembles, avec un accompagnement de partenaires pour justement cette transformation associée, couplé à la mise en place d'un cloud privé qui fait partie de notre offre, mais qui était aussi un élément structurant d'accélération pour eux, pour pouvoir faire en sorte que
l'exploitation qui était dans un modèle Rideshare puisse bénéficier et ne pas être un frein de cette mise en place. Ce qu'on a fait aussi, c'était vraiment d'accompagner les équipes à la fois sur la partie compétences techniques, parce qu'il y a des nouvelles compétences qui apparaissent, mais aussi dans la manière de travailler et aussi de nouveaux métiers qui sont apparus, comme la maintenance de tout ce qui va être développé et qui était un point qui était important, qui était déjà présent, mais qui s'est développé à travers ces ensembles. Donc, sur la technologie, quelles sont les briques qui ont été utilisées? Bon, des grands classiques qu'on connaît qui sont Jenkins ou Ansible ou SonarCube, qui sont assez connus, ou Maven sur certaines briques. Moi, je vais insister sur une des briques qui était intéressante, c'est la brique XL Deploy de Xavier Lab, qui a été la brique de déploiement, de packaging et de déploiement d'un certain nombre d'ensembles et qui a permis d'accélérer la chaîne avec l'appui de l'éditeur sur cet ensemble et qui a permis de pouvoir traiter. Donc avec un lotissement de différents cycles, avec des groupes d'applications, de 5 applications, pour toucher dans un premier temps, dans les phases expérimentées, une trentaine d'applications pour pouvoir commencer et avoir des premiers résultats. Trentaine d'applications, d'accord. Sur quelle période? Alors, sur une période de 2 ans, Ok. qui a été opérée sur ces ensembles, et les premiers résultats dès la première année. D'accord. Ce qui était l'objectif dont tu nous parlais, Tout à fait. impérativement, pour des raisons budgétaires, de viser un ROI court terme. Donc du coup, voilà, quelles sont les... une belle transition que je t'ai faite, Christophe. Quels sont les Exactement. Le premier, et qui a surpris un peu le client, parce que ce n'était pas un de ses objectifs, mais grâce à ces automatisations, nous avons pu faire en sorte d'économiser sur le budget d'intégration et de qualification et d'augmenter même la productivité des équipes pour pouvoir le faire. Donc avec un gain de 17% de ces équipes d'intégration et qualification par rapport à ces ensembles. Le deuxième, ça a été de faire baisser les incidents post-mise en production avec une baisse significative associée à ces ensembles et de pouvoir accompagner les équipes de développement, notamment sur la mise en place des processus de sécurité, de façon à faire en sorte que ces déploiements intègrent toutes les règles de sécurité dès le développement de ces ensembles et donc d'avoir une approbation des équipes de sécurité d'entrée de jeu par rapport à ces ensembles. Le troisième, qui était très important, c'était de faire baisser le temps de mise à disposition des mises en production de 3 à 6 mois en moyenne à 2 semaines par rapport à ces ensembles. Et on était amené à discuter avec le client pour savoir pourquoi il nous avait fait confiance sur ces aspects-là. Donc le point important a été les capacités industrielles qu'on a démontrées, la maîtrise des technologies, le partenariat que nous avions avec Xebia Lab par rapport à ces aspects-là, la confiance client qui a été construite dans le temps, et aussi d'être capable à la fois d'avoir un modèle qui est flexible, mais en même temps de bénéficier et de ne pas casser le modèle Rideshare que nous avions construit par rapport à son ensemble, et aussi de pouvoir travailler à la fois sur les équipes de production et les équipes de développement avec une offre de bout en bout. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, c'est des résultats qui sont assez impressionnants. Voilà, sur un délai pareil. Donc bravo en tout cas, et merci pour cet apport. Il y a quelques questions qui sont arrivées, donc on les traitera dans quelques instants, avant la fin de ce webinaire. Deuxième cas client, je me tourne vers toi, Pierre. Le deuxième cas client, Enedis, donc Enedis qui est le gestionnaire du réseau de distribution électrique en France, et pour lequel nous opérons encore l'opération d'intégration-qualification. Et il y a quelques années, on a commencé à avoir un vrai décalage entre le service que l'on délivrait, qui était le service historique tel qu'il avait été conçu, et l'attente des projets. On avait commencé à travailler avec eux sur l'automatisation des déploiements, en tout cas partiels, pour accélérer, réduire les charges, sécuriser. Et puis, les projets avaient commencé à basculer dans des modes agiles, là où ils étaient historiquement sur des cycles en V. Et donc, il y a commencé à y avoir une accélération un petit peu de la production, de la réalisation des releases. Par contre, on avait toujours un process aval sur la partie intégration, qualification, déploiement en production, qui lui était resté sur le modèle historique, donc très monolithique, unique pour toutes les applications, quel que soit leur enjeu, leur technologie, leur modèle organisationnel, et qui prenait 4 à 6 semaines en fonction de l'impact technique du changement avant le déploiement en production. Sauf qu'une fois les projets majeurs, les projets à fort enjeu et à forte visibilité
basculer en mode agile, ce délai de 6 semaines n'était plus entendable. Donc on se retrouvait avec un projet qui poursuivait ses sprints, qui relivrait en cours de route, une intégration qualification qui rédigeait ses procédures et packageait un petit peu ce qu'elle pouvait, et puis au final une livraison en production qui n'avait pas vraiment été testée, qui n'avait pas vraiment été qualifiée, et donc un impact technique fort, c'est-à-dire qu'au-delà du contenu fonctionnel qui était au rendez-vous, un déploiement qui était plus long que prévu, des charges de déploiement qui étaient colossales. On montait des dispositifs en 3-8 le week-end pour pouvoir assurer le déploiement et stabiliser le déploiement. Et puis, effectivement, une incidentologie post-mise en production et donc une expérience utilisateur finale pas très bonne parce que beaucoup d'incidents techniques liés au contenu, vraiment au packaging de la livraison. Donc ça, c'est le constat. Ça, Et c'était finalement, vraiment le ce que tu disais aussi, ce que vous avez abordé, c'est que quand les équipes n'ont pas le même objectif, ne fonctionnent pas de la même façon, ben, on arrive à ces décalages-là. C'est exactement ça. Et donc là, on a effectivement vraiment fait cette analyse avec le client de quels sont les projets qu'on adresse, quels sont leurs enjeux et de quoi ils ont besoin en termes de service. Donc on en est arrivé à la construction de 5 lignes de service pour intégration qualification qui allaient de l'accompagnement des projets émergents à une offre finalement en délégation complète pour des projets à faible enjeu où ils pouvaient tout faire tout seuls, on assurait juste une garantie de rétablissement de retour arrière. Et puis surtout cette ligne de service sur les projets agiles en mode itératif. On a vraiment transformé notre organisation, on a détaché un de nos collaborateurs sur le plateau projet pendant la phase de transformation. C'est un projet de transformation qui a duré environ 8 mois pour sa phase expérimentale. On a diversifié notre équipe, et là c'est un des avantages du groupe, c'est qu'on bénéficie d'à peu près toutes les compétences. Donc là on était une équipe vraiment 100% infra, 100% ops. On est allé chercher des développeurs, des gens issus du test, de la communauté du testing, pour aller chercher de la méthodologie, l'appliquer à ces problématiques techniques d'exploitabilité. Et puis on a conçu un outillage basé sur un open source, Courage, qu'on a enrichi d'un portail pour avoir justement de la métrique, du partage, de la circulation d'informations, du self-service. Et on a petit à petit réduit notre activité en se concentrant sur quelle était la valeur qu'on apportait. Et notre valeur finalement, elle était dans cette garantie du critère technique, qualité technique du livrable. On s'est vraiment focalisé là-dessus. On a embarqué l'infogérance avec nous sur définissez-nous vos exigences en termes d'exploitabilité. On a modélisé l'ensemble, on l'a outillé. Et puis on a proposé au projet de remonter dans leur process, participer avec eux au sprint planning, définir les impacts. Et donc aujourd'hui, on est arrivé dans un modèle où le projet est autonome. Nous, on participe avec eux au lancement des sprints pour définir le contenu du sprint et donc ce qu'il va être nécessaire de valider techniquement. On construit ainsi la campagne sur la base de nos patrimoines de test dans notre outillage. Et puis le projet itère autant de fois qu'il le souhaite, commande sa campagne autant de fois qu'il le souhaite, peut vérifier dans l'outil lui-même en autonomie où ça en est en termes d'avancement, comparer deux campagnes, vérifier que. Et puis on s'est vraiment inscrit dans son process, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors ça a nécessité quelques allers-retours pour caler finement la manière de procéder, mais aujourd'hui le projet nous réserve dans ses backlogs des anomalies techniques pour qu'on puisse porter nos préconisations sur la correction des problèmes d'exploitabilité ou de qualité technique du livrable que l'on constate pendant les phases de développement, pendant les sprints. Donc on peut lui remonter au fil de l'eau et on a ainsi une bien meilleure qualité du livrable, qualité technique du livrable en production, avec des gains de charge qui ne sont pas négligeables non plus. Donc justement les gars, comme tu abordes cet aboutissement. Aujourd'hui, on est arrivé avec 15% à ISO périmètre de gains de charge sur le dispositif. Alors, gains que l'on n'a pas récupérés, encaissés entre guillemets, mais qui nous ont permis de croître de 40% le périmètre applicatif adressé avec le même effectif. Aujourd'hui, on est à ISO budget sur cette opération-là pour le client, mais on adresse 40% d'applications en plus. Ça, c'était le modèle. Ça, c'est une vraie valeur ajoutée. C'est aussi un modèle du ROI. On n'est pas forcé de dépenser moins, on peut adresser plus de périmètre. Et puis, sur notre partenaire d'expérimentation, qui est une application majeure du distributeur, c'est moins 70% d'incidents la première semaine post-mise en production. La première semaine. Sur la première semaine. Parce qu'on a effectivement éliminé tous ces écueils techniques qui n'étaient pas qualifiés en amont et qu'on était obligé de corriger en production sous forme d'incident. Et donc, effectivement, on gagne 5 semaines, là où on demandait au projet de poser les crayons 5 semaines avant le déploiement en production. Aujourd'hui, ils peuvent aller jusqu'à 24 ou 48 heures. Ça doit être une sacrée fierté pour l'équipe. Très grande fierté pour l'équipe qu'on a pu accomplir parce qu'une équipe pluridisciplinaire, on a su aller chercher des compétences qui n'étaient pas du tout celles des ops, parce que c'était une opération très ops, très infra.
Mais on a su aller chercher dans le groupe les compétences complémentaires qui nous manquaient, justement pour étoffer, pour avoir cette vision plus transverse, cette évolution culturelle. On a su prendre des engagements sur la cible de transformation. C'est-à-dire qu'on s'est engagé sur la décroissance budgétaire potentielle de la transformation qu'on portait. Et puis, Enedis est un client avec lequel on travaille depuis très longtemps, avec des équipes locales qui le connaissent très bien. Donc on maîtrisait bien les enjeux et d'Enedis et de son SI et du projet, ce qui était essentiel dans la réussite. Voilà. Et puis c'était pas la première fois qu'on conduisait des chantiers de transformation avec eux, donc ils connaissent notre capacité à transformer nos opérations. Très bien, merci pour ces précisions. Alors, je vous ai écouté avec passionnément. Voilà, c'était vraiment intéressant de se rendre compte entre l'explication de comment, pourquoi, et puis ensuite comment ça se passe dans la vraie vie et les gains qu'on peut attendre de la mise en place d'une démarche. Et quand le groupe Capgemini s'engage avec son client, on peut arriver à tel résultat, c'est assez fantastique. Alors, on va passer à la séquence questions-réponses. Et donc, je vais voilà, vous adresser quelques questions qui sont là dans le temps qui nous reste pour ce webinaire. Alors, je vais scanner. Alors, certaines questions vont revenir à des étapes précédentes, mais c'est le jeu. Hein, vous allez faire le travail intellectuel de vous positionner, de pouvoir adresser tout ça. Alors, une question très technique. Est-ce que DevOps est incompatible avec les méthodologies Waterfall? Est-ce que ça, vous avez quelque chose à me dire par rapport à ça ou à répondre à notre audience? Alors, fondamentalement, DevOps est incompatible avec rien, puisque c'est pas une norme, hein, il n'y a pas un chemin ou une recette écrite à suivre à tout prix. Donc non, c'est pas forcément le plus facile à mettre en œuvre. Oui. Mais non, DevOps, je suis convaincu que tout le monde peut aller vers du DevOps. Alors pas forcément, encore une fois, on n'a pas tous besoin de rouler en Formule 1. Oui. Et puis c'est pas forcément adapté à l'usage. Donc quand j'ai acheté mon pain, une Formule 1 m'aiderait pas beaucoup. Même si c'est la voiture la plus rapide. C'est assez valorisant. Voilà, mais même si c'est la voiture la plus rapide. Donc non, on peut le faire systématiquement. Après, encore une fois, voilà, il y a une vraie adhérence de qu'est-ce qu'on construit à son organisation, ses méthodologies, son patrimoine technique. Okay. Pour revenir par rapport à ça, le sondage par rapport au basculement du digital et basculement dans des projets DevOps montre que la majorité des entreprises veulent aller vers ça. Donc, il n'y a pas d'obstacles qui sont identifiés pour pouvoir le faire. Après, il faut choisir à la fois ses attentes et puis les résultats qu'on attend pour faire en sorte que ça soit une réussite. Il y a une autre question sur le cas Jeffco, c'est pour ça que j'en profite que tu aies pris la parole, à propos des difficultés rencontrées. C'est peut-être quelqu'un qui est du secteur ou qui s'interroge et qui dit tiens, il se projette. Voilà. Qu'est-ce que s'il y a le plus gros écueil ou les plus gros écueils que toi tu as vu sur ce projet? Alors les écueils qu'ont rencontré les équipes, ça a été d'une part sur la compétence technique pour pouvoir faire en sorte que ça puisse fonctionner, de définir ensemble entre l'ensemble des équipes qui étaient participantes des enjeux communs, de définir des indicateurs communs tout au long du projet, et ceci dans un délai assez court. L'objectif était de faire en sorte qu'on puisse arriver à déterminer un certain nombre de choses et aussi que les couches d'infrastructure soient prêtes au moment où les couches applicatives devaient aller dessus, avec un alignement entre les couches infrastructure et les couches applicatives qui soient alignées par rapport à ces ensembles. Donc c'est pour ça qu'un des choix qui a été fait était de se faire accompagner par deux éditeurs pour pouvoir faire en sorte de pouvoir bénéficier d'une vraie maîtrise technique profonde par rapport à ça. C'est-à-dire que Capgemini apportait les aspects méthodologiques, les aspects accompagnement, et puis le client s'est fait accompagner avec nous sur la dimension technique de façon à avoir la bonne mise en œuvre pour que ça soit une réussite immédiate avec des choix techniques par rapport à ça. Après, ils ont fait aussi le choix de ne pas déployer ça sur l'ensemble des composants, mais de choisir des composants qui étaient adaptés aux technologies concernées. En l'occurrence, là, c'était plutôt les environnements Linux et Java qui ont été les premiers. Et puis derrière, ils ont décidé d'aller plutôt sur les environnements Windows, mais ça a été fait dans un deuxième temps. D'accord, très bien. Alors, je vais prendre la dernière question parce qu'il est 12h02, on a un engagement temps. Et une question sur l'organisation des équipes.
quelqu'un s'interroge pour dire, ben voilà, on a des équipes de développement, des équipes d'intégration, les équipes Ops, et finalement, une fois qu'on met tout ça en place, qu'est-ce qu'elles deviennent ces équipes? Alors là, ça rejoint la question du modèle opérationnel. C'est-à-dire qu'effectivement, en fonction de la nature d'activité, de la cible de transformation choisie, soit on a des modèles, on va dire, full digitaux, où on va avoir l'intégralité mixée et finalement, on a des équipes qui ne sont plus dev ou ops, mais des équipes plutôt par ligne métier ou par projet. Ouais. Ce qui veut dire que comme probablement que 100% du SI n'est pas digitalisé, il va y avoir quelques équipes comme ça, et puis à côté des équipes mutualisées pour traiter le legacy. Soit on est dans des modèles plutôt Ops as a Service, où finalement les Ops vont monter en gamme leur offre de service à destination des projets, de manière à pouvoir probablement mettre des interlocuteurs dédiés qui ont une spécialisation un peu métier pour accompagner, pour être un interlocuteur privilégié du projet, et puis sur d'autres, des dispositifs plus standards, mais en se reposant à chaque fois sur une équipe mutualisée. Là, il y a une vraie adhérence aussi à l'organisation et au métier de l'entreprise. Les différents modèles sont possibles. Le fameux pizza team n'est pas forcément la panacée. Maintenir les équipes séparées non plus. C'est un choix qui se réfléchit vraiment en fonction de sa propre organisation, de son métier, de son métier. Ok, très bien. Une analyse pragmatique en tout cas de la situation. Complètement. Et puis qui est appelé à évoluer dans le temps. Hein. On sait très bien, si on se projette à 20 ou 25 ans avec un taux d'adoption du cloud proche des 100%, et 99% du patrimoine applicatif actuel qui aura été réarchitecturé en cloud natif, en microfonctionnalité, on sera dans d'autres paradigmes. Les métiers auront évolué. Mais là aujourd'hui, court moyen terme, sur les steps de transformation, ils sont des équipes qui en général perdurent. Allez, pour conclure, il est 12h05. Est-ce qu'il y a un prérequis pour démarrer DevOps particulier? Est-ce qu'une entreprise doit avoir un statut particulier, Ce qu'on observe situation chez nos clients, c'est qu'en général, il n'y a aucun prérequis qui est demandé. C'est juste les attentes, les enjeux qui doivent être calibrés par rapport au projet de cette transformation qui peuvent être opérés. On peut le faire à toute petite échelle et obtenir des résultats, et ensuite se dire, tiens, ça marche bien, je vais le généraliser, je vais l'industrialiser, je vais le faire à plus grande échelle. Donc, toutes les entreprises peuvent aller dans ces démarches-là. C'est simplement la dimension et la stratégie de transformation digitale qui va faire que derrière, on va pouvoir mettre en œuvre plus ou moins facilement, en fonction du point de départ, ces dynamiques-là par rapport à ces enjeux. Eh bien, très bien. En tout cas, on a bien compris que la stratégie de démarche DevOps au sein du groupe Capgemini permet justement d'y aller pas à pas, avec un périmètre plus ou moins large. En tout cas, c'était très clair. Merci messieurs. Merci à tous et à toutes pour nous avoir posé toutes ces questions. Malheureusement, l'horloge tourne et on n'a pas pu traiter tout ce que vous nous avez envoyé comme questionnement. On s'attachera, vous attacherez avec vos équipes à adresser peut-être individuellement les points qui ont été soulevés pour être sûr que personne ne soit frustré d'avoir posé une question et de ne pas avoir obtenu de réponse. Il y avait des questions qui étaient assez spécifiques sur certains projets, je ne les ai pas relevées aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous avez les contacts directs de Pierre et de Christophe si vous avez besoin d'aller plus loin autour de cette réflexion DevOps, démarche DevOps dans votre entreprise. Et puis un questionnaire, un lien vous est partagé d'ores et déjà. Merci à l'équipe technique qui rend cela possible. Et donc, je vous demande simplement de répondre en 10-20 secondes à ce questionnaire. Ça nous permettra d'avoir votre retour sur votre appréciation de ce premier webinaire DevOps. Et puis, ça nous aidera à améliorer les futurs webinaires du groupe Capgemini. Merci messieurs, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir partager votre expertise, votre riche expertise sur ce sujet. Simplement pour avertir tout le monde, il y aura une suite, vous allez recevoir un avis d'expert à l'occasion de la nouvelle année. Du travail, c'est sur le coup. Tout à fait. Voilà, donc il nous donnera encore plus d'insights, d'informations sur le sujet.
Merci. À très bientôt À bientôt. pour un prochain webinaire avec Merci. le groupe Capgemini.